Et je m'empresse de vous présenter les invités de cette table ronde. Bonjour d'abord à Simon Serroussi. Bonjour. Merci Simon d'être avec nous. Vous êtes diplomate au sein du département Europe du ministère israélien des Affaires étrangères. Bonjour également à Rachel Kahn. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre. Vous êtes essayiste, auteur notamment d'un livre intitulé Encore debout, la République à l'épreuve des mots. Je salue également Raphaël Amselem. Bonjour Raphaël. Merci de nous rejoindre comme tous les lundis. Vous êtes chargé d'études au think tank Génération Libre. Et bonjour enfin à Youssef Murciano. Bienvenue bonjour. À vous. Merci. Youssef, vous êtes le prochain président de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Vous succéderez dans quelques jours, je crois, oui, à Samuel Lejoyeux. Un premier tour de table rapide avec vous d'abord pour poser des mots sur ce qui est arrivé le 7 octobre en Israël et ce qui nous est arrivé collectivement il y a tout juste un an. À tour de rôle et en commençant par vous peut-être Simon Serroussi depuis Israël, qu'est-ce qui a changé selon vous dans la conscience israélienne depuis le 7 octobre et plus largement dans la conscience juive ? Je pense que c'est un événement qui restera gravé dans la mémoire de l'État d'Israël, dans la mémoire du peuple juif, à plusieurs niveaux. D'abord, dans la violence qu'il représente, d'un point de vue israélien, le sentiment d'insécurité d'une part de la société israélienne, mais aussi un sentiment retrouvé de solidarité, d'union et de combativité du peuple israélien qui a su faire face lors de cette année à des challenges, à des défis immenses, peut-être les plus importants. Et ce n'est pas importants. fini sans doute, Simon. Et ce n'est pas fini, nous sommes encore au beau milieu de cette guerre, mais je pense que ce sentiment de combativité, ce sentiment que le peuple juif, le juif ne baisse plus les yeux. Lorsqu'on nous frappe, lorsqu'on nous attaque, aujourd'hui nous avons une armée, aujourd'hui nous avons un pays et nous défendons et nous le faisons avec fierté. Et je pense que c'est un élément extrêmement important qui est lié au 7 octobre. Rachel Kahn, Simon Serroussi parle de choc, d'effroi, mais aussi de résistance, de résilience face à cette crise terrible. Le président Yitzhak Herzog parlait ce matin de plus grande catastrophe de l'histoire de l'État d'Israël. Oui, comment vous voyez les choses ? Oui, déjà je voulais saluer Simon, que j'apprécie infiniment pour l'ensemble de son travail et sa manière de voir les choses. Effectivement, il a tout à fait raison. C'est que lorsque je suis arrivée ici en courant pour vous retrouver, je me suis dit, je suis tellement triste, comment je vais faire pour faire des interventions, etc. Il a raison. Je me suis ressaisie lorsque je suis arrivée dans le studio. On va plus baisser les bras, on va plus baisser les yeux. On est fiers d'être ce que nous sommes, contrairement à certains de l'extrême gauche notamment, qui ne sont même pas capables de nommer ce qu'ils sont, c'est-à-dire des antisémites. Youssef Murciano. Alors déjà, le 7 octobre, c'est le début d'une menace existentielle en Israël. Ça, c'est assez clair, mais aussi pour les Juifs de France. J'ai l'impression que ce qui se passe depuis le 7 octobre, c'est une remise en question de ce grand débat. Est-ce qu'on peut être juif, fier et, dans mon cas, étudiant juif de France? Est-ce qu'on peut se balader dans la rue avec une kippa sereinement, mettre une mezouza à notre porte, mettre notre nom sur l'application Uber, etc. Enfin, c'est ça la question qui se repose au quotidien. Est-ce que je peux être juif, fier d'être juif, en France après le 7 octobre? Et ça, avant le 7 octobre, c'était inimaginable? Inimaginable que... Dans ses proportions, en tout cas. Exactement. Quand une demi-seconde, en réalité, après le 7 octobre, cette question soit maintenant... une obsession pour chaque juif de France en réalité, et c'est ça qui se passe. Et depuis le 7 octobre, on voit la population juive et particulièrement les étudiants se lever, être fiers, ne pas baisser les bras comme le disait Rachel Kahn, se battre, militer avec un courage énorme. Et je salue tous les étudiants juifs de France et les militants de l'UEJF qui font un travail vraiment exceptionnel de ne pas laisser passer une seconde l'antisémitisme, ne pas laisser le terrain aux antisémites malgré un nombre assez réduit. Vous imaginez, il y a peu de juifs en France, donc peu d'étudiants juifs en France, mais quand même, ils se battent et le bras de fer, on le gagnera. On va y revenir tout à l'heure avec vous. Raphaël Amselem, Youssef Murciano parlait de menaces existentielles pour les juifs de France. Vous partagez également ce constat ? Il y a évidemment, depuis le 7 octobre, le constat qui existait déjà avant, mais qui a été confirmé, et même à sa formule maximaliste, à savoir qu'il y a une porosité extrême entre l'antisémitisme et l'antisionisme. C'est-à-dire l'idée que puisqu'on ne peut pas aller combattre le colon juif israélien en Palestine, eh bien on va le combattre en France et ailleurs.
Ça explique non seulement l'explosion des actes antisémites que nous vivons depuis le 7 octobre, ça explique aussi son caractère extrêmement virulent. Et pour rejoindre tout ce qui a été dit au préalable, il y a un deuxième point qui me semble d'autant plus important, c'est le retour, je crois, d'un véritable antisémitisme politique, c'est-à-dire d'un discours qui n'est pas seulement une forme de haine un peu bébête qu'on peut retrouver au sein de la population fondée sur quelques clichés. C'est un antisémitisme fondé sur des perspectives politiques et qu'on peut résumer, je crois, d'une phrase. C'est l'idée qu'au nom d'une asymétrie, au fond, la violence du colonisé, c'est d'abord la violence du colon. Vous savez, cette phrase du collectif SEDEC, de l'UJP, de Boutelja, qui est de dire qu'au fond, le 7 octobre est arrivé d'abord à cause de la surpuissance des Israéliens et tout l'antisémitisme, je crois, en tout cas une grande partie de celui-ci, de la France insoumise et nombre de collectifs pro-palestiniens, pas tous, mais nombre d'entre eux, qui s'est déployé depuis le 7 octobre, s'explique à partir de cette maxime-là, qui est une maxime de l'excuse, déresponsabilisante, qui refuse de juger une vision de fond. Et la vision du Hamas, c'est celle-ci, c'est une vision fasciste, génocidaire, pas seulement contre les Juifs en Israël, mais partout dans le monde. Youssef Mersano ? Je voulais réagir parce que ce que vient de dire Raphaël Amselem, c'est exactement l'objet du colloque qu'il y a eu hier à Pantin, organisé par Urgence Palestine. Alors on va y revenir dans un instant. Alors je voudrais qu'on reparte en Israël, mais on va y revenir Avec plaisir, dans un instant. Israël. Rachel aussi. Simon, c'est aussi vous suivez comme diplomate le déplacement du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, aujourd'hui en Israël, dans le cadre d'une tournée plus large au Moyen-Orient. Ce matin, Emmanuel Macron a renouvelé sa solidarité aux victimes israéliennes du 7 octobre, après un week-end, on s'est particulièrement tendu entre lui et Benjamin Netanyahou, avec lequel il s'est entretenu hier par téléphone. Simon Serroussi, est-ce qu'Emmanuel Macron a franchi une ligne rouge en appelant à un embargo sur les armes israéliennes ? Vous savez, comme l'a dit le Premier ministre israélien, dans un moment aussi critique que celui dans lequel nous nous trouvons, nos amis, les pays occidentaux, le camp démocratique doit faire front et doit soutenir Israël, qui est à la pointe de ce combat contre le fondamentalisme musulmans, notamment entraînés par l'Iran. Et c'est essentiel, car Israël fait le combat de toute une partie du monde libre aujourd'hui. Car les mollahs à Téhéran ne menacent pas uniquement Israël. À travers leurs proxys et les organisations terroristes tout autour du Moyen-Orient. Ils menacent la civilisation occidentale dans son ensemble. C'est leur ennemi, ils le disent, le grand Satan, le petit Satan. Et dans des moments comme cela, nous attendons de tous nos amis, un soutien. Nous attendons qu'ils se tiennent fermement avec nous face à nos ennemis. Et je pense que c'est ce qu'a voulu exprimer le Premier ministre israélien lorsqu'il a répondu aux déclarations du président Macron. Avec des mots extrêmement forts, parlant de honte que devraient éprouver ces dirigeants occidentaux visés. En effet, avec des mots extrêmement forts. Vous savez, en Europe, on ne réalise pas forcément dans quelle situation on se trouve ici en Israël. C'est une véritable guerre sur 7 fronts en permanence. Nous avons, en l'espace de quelques jours, nous avons reçu des missiles du Yémen, du Liban, d'Iran, d'Irak, de Syrie, sur le centre d'Israël, sur la capitale israélienne. Et donc, Simon, dans cette guerre multifront, la France n'est pas aux côtés d'Israël selon vous ? Je pense que dans cette guerre multifront, nous demandons à nos amis, et je le répète, nous demandons à nos amis de se tenir à nos côtés à 100%, de nous soutenir dans cet effort qui est extrêmement difficile, extrêmement complexe pour Israël, et qui est, je le répète encore une fois, un combat pour le camp occidental dans son ensemble. Et c'est une nécessité pour nos amis, pour les pays occidentaux, de se tenir à nos côtés, de nous soutenir, de partager cet effort, car au final, encore une fois, nous luttons pour la civilisation occidentale dans son ensemble. Rachel, est-ce que vous avez compris la sortie samedi au micro de France Inter d'Emmanuel Macron qui poursuit cette tentative de maîtriser une sorte de ligne de crête diplomatique, soutien à Israël face à l'Iran la semaine dernière, et puis critique et appelle à un embargo sur les armes, même si, rappelons-le, elles sont principalement livrées par les États-Unis? Oui, j'ai bien compris que c'est une honte.
J'ai bien compris que le président de la République, finalement, depuis 1 an, mais tout s'est éclairci finalement samedi, oscillait entre le syndrome de Stockholm et la culpabilité post-coloniale. J'ai bien compris cette recherche d'équilibre qui est intenable entre la barbarie et une démocratie. J'ai bien compris qu'il appelait à cesser le feu face à des terroristes. Donc face à des terroristes, on doit faire pouce, comme quand on jouait au chat. Donc ce qui est impossible. Imaginons se retrouver devant les pires terroristes d'Ozara Tora ou de Charlie et de faire pouce. On va faire un cessez-le-feu, c'est intenable. Et j'ai bien compris que finalement le président n'arrive pas à se sortir du concours d'entrée de la haute fonction publique. Sauf que là, on est dans une situation, un basculement du monde. Et en fait, il n'existe pas d'éléments de langage face à la barbarie. Il n'existe pas finalement de séquence 7 octobre, comme on peut le faire en politique. Le 7 octobre est le basculement du monde. Il n'existe pas en fait de polémique lorsque l'on parle de la haine du juif. Le président manque de clarté. Ah bah c'est un flou international, c'est plus que... Mais maintenant ça s'est éclairci. C'est-à-dire qu'en disant cesser le feu, en voulant maintenir entre la chèvre et le chou, et je ne dirais pas qui est la chèvre, qui est le chou, mais avec cette posture-là, cette absence de clarté, finalement, ce non-choix est un choix, c'est un choix de la lâcheté. D'un mot encore, Rachel, vous avez été visée pour ces mots critiques des dernières sorties d'Emmanuel Macron par le député de la France Insoumise, Aymeric Caron, qui a eu des mots absolument terribles, 3 mots absolument terribles. Vous vouliez en dire un mot peut-être sur X tout à l'heure? Oui, alors en plus ça tombe le 7 octobre, donc c'est assez révélateur. Finalement, il m'assimile à une génocidaire du Rwanda. Moi, je suis allée plusieurs fois au Rwanda. Il faut savoir que les Tutsis ont été exterminés parce qu'ils étaient considérés par les Hutus comme étant les Juifs de l'Afrique. Je ne sais pas si j'ai envie de commenter ces mots. En tout cas, ça fait partie de mon palmarès personnel entre Dieudonné, Médine, Rima Hassan. Maintenant, on a Aymeric Caron. Et je sais pourquoi ils le font, parce que ce sont des personnes qui sont antisémites, mais aussi profondément racistes, qui ne supportent pas d'avoir une citoyenne libre qui ait cette couleur de peau et qui défend Israël. Et il a posté Radio Milcoli une référence absolument terrible au génocide Tutsi en 1994. Je voudrais dire un mot, vous interroger Youssef Murciano sur l'image de Benyamin Netanyahou et des Israéliens de manière générale dans les facs. On est là dans une forme de diabolisation de tout ce qui touche de près ou de loin à l'État d'Israël. Déjà, je pense que l'image d'Israël et de Netanyahou ressemble peut-être à l'image de certains dirigeants américains dans les universités françaises à l'époque de la guerre au Vietnam, etc. Donc, je pense que c'est... Ou à Bush en 2003. Je pense que c'est à la fois une image qui est véhiculée par une petite minorité de grands ennemis national, et donc il faut condamner Benyamin Netanyahou, etc. En tout cas, selon une minorité d'acteurs dans les universités. Et je pense vraiment, et je tiens à le rappeler, je pense que depuis la rentrée, il y a un certain nombre d'étudiants, une majorité d'étudiants qui en a marre, en fait, que le sujet politique de tous les jours, que le sujet clivant de tous les jours, ce soit le conflit. Et ça se formalise comment au quotidien dans les facs ? Ça se formalise par un désintéressement de la cause palestinienne. En tout cas, pas de la cause palestinienne, pas de la cause du peuple palestinien, mais seulement de la cause radicale, comme le véhiculent certaines organisations, et une volonté de tranquillité, une volonté de discussion. Nous, ça fait plusieurs jours qu'on est dans les universités et qu'on tient des tables du dialogue. Il n'y a jamais eu autant de gens qui se présentent devant nos tables du dialogue pour parler, parce qu'en fait, dans les autres espaces militants, quand on parle de la Palestine, c'est des slogans, de la propagande, et c'est pas du dialogue, c'est pas des faits, c'est pas des définitions, et que c'est à la table du dialogue de l'UEJF qu'on trouve cet espace-là de parole constructif, de débat constructif, etc. Donc en fait, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Raphaël, un mot sur ce nouvel imaginaire. On voit la très grande porosité finalement entre l'antisionisme et l'antisémitisme, notamment dans les facs. Ah oui, absolument. Mais je me rappelle d'ailleurs, par exemple, de cet épisode à Sciences Po où une étudiante de l'UEJF de mémoire a été dégagée d'un amphi. Et puis après, l'excuse était non, on n'a pas dégagé une juive, on a dégagé une sioniste. Et en fait, là est tout le débat. C'est la question de la place du sionisme et de la possibilité pour les juifs de se revendiquer comme étant sionistes. Et le grand problème que nous avons avec une grande partie, pas toute encore une fois, mais quand même une grande partie du militantisme pro-palestinien, c'est ce maximalisme qui considère qu'au fond, le sionisme rabat sur soi l'accusation colonialisme,
en impérialisme, en blanchité, etc. Et donc c'est l'infamie absolue, et donc toute personne qualifiée de sioniste devient de facto un fasciste. C'est ce qui explique pourquoi est-ce qu'on peut dégager une étudiante d'un amphi, pourquoi est-ce que les collectifs féministes qui vont en manifestation se font dégager aussi, avec... À chaque fois, je pose la même question. Quand on nous dit, moi, je n'ai aucun problème avec les juifs, j'ai un problème avec les sionistes. Oui, mais en fait, de fait, à chaque fois, les sionistes que vous attaquez, ils sont juifs. Ouais. Donc ça montre bien, de fait, la porosité, mais qui est historique. Le sionisme est profondément imbriqué dans l'histoire du judaïsme. Alors, ça ne signifie pas que tout juif est un sioniste ou que tout sioniste est un juif, mais enfin, le retour sur la terre d'Israël, l'imaginaire lié à Jérusalem, les prières qui sont adressées, c'est dans un cadre culturel tout à fait juif. Donc le déni qu'il y a en la matière me semble être une cause absolument délétère de la dénégation de l'antisémitisme à gauche, qui est de considérer au fond qu'on peut insulter tous les juifs de sionistes, c'est le nouveau dog whistle, comme ils aiment bien le dire, et qui permet de traiter tous les juifs au fond de fascistes. Youssef Mursano, l'UEJF était sur le terrain hier, vous en disiez un mot tout à l'heure, pour faire front, si j'ose dire, face au colloque organisé par le collectif Urgence Palestine et qui avait pour titre 7 octobre, le jour d'avant. D'abord, qu'est-ce que vous avez entendu sur place ? Déjà, le titre, comme vous le rappelez, il est choquant et c'est ce titre-là qui nous fait nous décider à aller sur place pour écouter et essayer de comprendre ce qu'ils ont envie de dire et ce qu'ils vont dire. D'abord... Youssef, approchez-vous un petit peu du micro, s'il vous plaît. Merci. D'abord, quand on arrive, l'introduction faite par les militants d'Urgence Palestine et de Parole d'Honneur, elle est claire. Le soutien au peuple palestinien doit passer forcément par le soutien de la résistance palestinienne armée. En fait, il n'y a pas d'autre choix possible. Déjà, c'est le premier élément. Ça dirige en fait le colloque. Alors au-delà de ce titre qui veut dire en réalité que il y a un contexte aux attaques du 7 octobre et qu'en fait on peut les expliquer, on peut les justifier et on va s'y atteler à plusieurs, avec des intellectuels, avec des prétendus experts du Proche-Orient et du Moyen-Orient, on va se rassembler des militants, des experts et dire ah bah oui, les attaques du 7 octobre c'est justifié, il y a un contexte et donc la conf voilà débute à mai 48 et va jusqu'au 6 octobre 2023. Voilà où on en est. Donc à un moment, quand on entend ça, les militants de l'UEJF se lèvent et disent en fait, avant le 7 octobre, il n'y avait pas le Hamas qui violait des Israéliennes. Il n'y avait pas les otages. Il n'y avait pas la pluie de missiles de Gaza ou du Liban. Il n'y avait pas 2 organisations terroristes au sud et au nord qui attaquent continuellement les frontières d'un État. Voilà, ça en fait ils n'ont jamais rappelé. Et par ailleurs, je tiens à rajouter, et je pense que c'est important, d'un mot, le mot paix en réalité n'a jamais été prononcé en 1h30 où j'étais à ce colloque à les écouter. Il n'a pas été prononcé. Ces gens-là ne se battent pas pour la paix, pour 2 États, pour un État palestinien, etc. Est-ce que vous vous inquiétez, Youssef, pour ce qui pourrait se passer à partir de demain ? Jean-Luc Mélenchon a appelé les étudiants à afficher des drapeaux palestiniens partout où ce sera possible à partir donc, du 8 octobre, le jour d'après, si j'ose dire. C'est ça. Il y a une véritable inquiétude des étudiants. Le jour d'après pour les étudiants juifs, c'est l'espoir d'un retour au calme, c'est l'espoir de pouvoir être à l'université avec sérénité, de faire ses études, etc. Ça, c'est ce qu'on veut, c'est ce que les étudiants, la majorité des étudiants de France et les étudiants juifs veulent. Mélenchon, ce qu'il veut, c'est le feu. Voilà. Raphaël et Rachel, pour terminer, Mélenchon rêve finalement d'une sorte d'intifada à la française. C'est le principal importateur de la haine contre les sionistes, avec autant de guillemets qu'il sera nécessaire d'en ajouter. De toute façon, il y a chez Mélenchon une stratégie très claire de conflictualisation et de volonté de diviser le peuple français, parce qu'il a très bien compris qu'il ne pourrait pas gagner les élections, et sur fond, encore une fois, de tout ce discours qui consiste à dire que le sionisme rassemble pour soi toute l'accusation en fascisme, en colonialisme, en impérialisme, en blanchité. Donc partant de ce principe-là, tout s'explique sur le pourquoi, depuis le 7 octobre, on a la multiplication des déclarations antisémites de la France insoumise, mais surtout, je me permets un peu d'autopromo sur la chronique que j'ai fait sur Academ, je tiens quand même à souligner que l'antisémitisme de la France insoumise ne date pas du 7 octobre et peut tout à fait être décorrélé de la question du sionisme. Donc il y a un véritable sujet qu'il va falloir traiter dans le débat public. Je ne crois pas malheureusement que les semaines à venir nous permettent d'être optimistes sur l'issue en la matière. Rachel, c'est trop court, mais en 20 secondes sur Jean-Luc Mélenchon et cet appel donc à
Oui, alors sachant que si on souligne la date au fluo, le 8 octobre, c'est quand même le début de la seconde phase, entre guillemets, le début des attaques de l'Iran et du Hezbollah. Donc cette conjugaison est malvenue. Et après, sur Jean-Luc Mélenchon, en utilisant ces 3 mots, génocide, colonisation et apartheid, alors même que ça parle précisément de la France insoumise, qui est génocidaire en mettant des cibles dans le dos des Juifs, qui est en apartheid avec leur réunion en non-mixité et qui surtout opère à une colonisation mentale et notamment de nos plus jeunes. Merci beaucoup Rachel Kahn d'avoir été avec nous. Merci à Youssef Murciano également et à Raphaël Amselem. Je salue également Simon Serroussi, diplomate au ministère israélien des Affaires étrangères. Très bon après-midi à vous. Shana Tova. Shana Tova.